Bonsoir à toutes et à tous. C'était la dernière occasion et manifestement c'est raté. Il y a désormais très peu de chances que l'Assemblée nationale ait un jour à se prononcer sur le texte portant l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Déni de démocratie pour les uns, fonctionnement normal des institutions pour les autres. Pour en débattre ce soir dans votre instant politique, j'accueille Clémence Guettet, députée insoumise du Val-de-Marne, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire, Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Lille, fondateur du groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions. Je précise que vous avez conseillé le groupe socialiste du Sénat dans la rédaction de leur motion de censure. Enfin, mon confrère François-Xavier Bourbeau, grand reporter au service politique du Figaro, où vous suivez de près les activités de la majorité et du président de la République, même si vous n'êtes pas à Bratislava ce soir, pour notre plus grand bonheur. Suite du feuilleton PPL Lyotte. Ça vous parle, hein, PPL Lyotte. La scène du jour s'est jouée dans la salle de la commission compétente, celle des affaires sociales, qui a rejeté par 38 voix contre 34 l'amendement de la proposition de loi Lyotte visant à abroger la réforme des retraites. Reportage Yann Effelé. Le vote a eu lieu. Satisfaction de la majorité à l'annonce du résultat. Avec 38 voix pour, 34 députés contre, la commission s'oppose à une abrogation de la réforme des retraites au cours d'une discussion houleuse. Just relax. Les 32 députés de la majorité ont pu compter sur les voix d'une partie des Républicains pour s'opposer à l'abrogation. La gauche fulmine. Vous avez là un pouvoir qui considère qu'il décide seul, qui peut décider contre le Parlement, contre les Français, contre les syndicats. Finalement, nous nous demandons les uns et les autres, et les Français avec nous, à quoi nous pouvons servir. Je vous le dis, il y a alerte dans la demeure, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Le Rassemblement national a aussi apporté ses voix au groupe indépendant Lyotte, à l'origine de la proposition. Charles de Courson dénonce un déni de démocratie. Alors si on veut bloquer complètement politiquement et socialement ce pays, eh bien que la minorité présidentielle continue ses manœuvres, l'objectif étant surtout pas de vote sur l'article 1er, parce qu'ils savent qu'ils seraient battus. La majorité, elle, écarte les accusations de manœuvre politique. Vous êtes en train de reprocher à la majorité, qui de facto soutient en effet la réforme des retraites, de ne pas avoir soutenu l'article 1er et d'avoir demandé la suppression de l'article 1er. Ça s'appelle de la cohérence politique. Avec ce vote en commission, la proposition d'abrogation n'est pas enterrée pour autant. Le texte sera examiné en séance dans l'hémicycle le 8 juin. Voilà ce qui s'est passé donc aujourd'hui. On va voir une autre séquence qui n'est pas dans le sujet, qui sont les députés de la NUP qui sortent de la salle de la commission des affaires sociales, manifestement mécontents de ce qui s'est passé. Là, on entend. Alors pardon, on écoute d'abord Sandrine Rousseau. À vous contrer dans votre volonté de toute puissance et de ne pas vouloir perdre la face. Pour cette raison-là, notre rôle de parlementaire ne sert plus à grand-chose. Nous le constatons. Et donc, nous partons. La parole est à Monsieur Juvin. Oui, Madame la Présidente. À entendre un certain nombre de remarques, mais j'allais vous répondre. Vous avez donc quitté la salle de la commission, Clémence Guettet. Pourquoi? Une commission a voté, une commission de l'Assemblée nationale a voté contre, enfin, en partie contre une loi qui lui était soumise. C'est le fonctionnement normal de l'Assemblée, non? Alors non, ce qui s'est passé ce matin, c'est pas normal du tout. C'est même extrêmement grave et c'est pour ça qu'on a quitté la commission, constatant en réalité notre impuissance et constatant surtout que les droits des parlementaires, et le premier de ces droits, c'est d'amender des propositions de loi, avaient été bafoués, rayés d'un trait de plume par la présidente de la commission des affaires sociales, qui a considéré que les 1000 amendements que nous avions en traitement par les services de l'Assemblée et donc qui nous permettaient de discuter et de continuer à discuter de ce texte d'abrogation de la réforme des retraites pouvaient être écartés. Elle n'avait à ce moment-là pas réuni le bureau pour en décider, elle l'a décidé absolument seule. Et c'est la suite, si vous voulez, de la brutalité démocratique que les macronistes exercent sur cette question de la réforme des retraites. Après le 49-3, le vote bloqué, le nombre de jours de débat limité. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé en commission sur cette niche parlementaire, on nous a interdit d'amender. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça crée un précédent qui est extrêmement grave. La vérité est que vous vouliez amender pour que la commission ne puisse pas aller au bout de l'examen du texte. Alors, on avait potentiellement 4 ou 5 jours de commission. Donc même si on continuait de sous-amender, on serait arrivé au bout.
On voulait sous-amender pour discuter et pas expédier cette affaire en 3h30, alors que c'est aussi important et alors que, je le rappelle, la majorité du pays est toujours mobilisée contre cette réforme. Les macronistes s'entêtent à penser qu'on peut passer à autre chose parce qu'ils l'ont décidé ainsi, que Macron arrive à la télévision et nous dit le sujet du jour c'est ça, mais pour 60% des gens du pays, c'est encore ça le sujet, et ils étaient 70% à vouloir qu'on vote en hémicycle sur cette question de rabaisser l'âge de départ à la retraite. Ce que viennent de faire les macronistes, c'est nous empêcher potentiellement de le faire en hémicycle jeudi prochain. Vous étiez dans la commission, vous ? Oui. Et vous, Louis-Marguerite ? Non, j'étais en commission des finances, mais on a bien entendu ce qui s'est passé dans la salle d'à côté. Comment justifiez-vous ce qu'a dit Clémence Guettet, que la présidente de la commission, Renaissance, ait refusé de discuter les amendements ? Parce que c'est vrai qu'aucun amendement n'a pu être discuté. Juste avant de vous répondre, le seul point d'accord que j'ai avec ma collègue Guettet, c'est effectivement de considérer que ce qui s'est passé ce jeu est extrêmement grave, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. Sans doute. C'est extrêmement grave parce que on a à nouveau assisté à les hurlements, les pressions, les cris dans tous les champs, les aboiements, je sais pas comment on peut qualifier les choses, et je suis pas sûr qu'il y ait une institution dans le monde où on puisse se permettre, une institution publique dans le monde, on puisse se permettre... Les aboiements. Un terme, en tout cas, nous on était dans la salle à côté, on entendait les hurlements des uns et des autres. Bref. Une fois pareil, hurlements et aboiements. Une fois qu'on dit... corriger à hurlement. Et je retire le terme précédent. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, c'était, on prétend qu'on décide seul, mais c'est tellement vrai qu'il y a eu d'autres groupes politiques qui, avec nous, ont voté la suppression de l'article 1er qui effectivement revenait sur la disposition sur l'âge à 64 ans à la retraite. Donc non, il y avait d'autres groupes politiques, puisqu'il y a effectivement des députés du groupe Les Républicains. Donc on n'était pas les seuls à avoir voté ce. Vous les aviez bien triés, suffisamment triés pour qu'ils soient tous. Ils étaient grands pour cette. Vous savez très bien qu'il y a eu des échanges pour la commission des affaires sociales pour que ce soit l'opposition qui vous arrange, qui soit présente. On n'a pas besoin de recevoir, et je vous prie juste de me laisser terminer. Donc ça c'est sur le sujet. Ensuite, bien sûr qu'on peut discuter, évidemment. Enfin, 1000 amendements, pourquoi pas 2000, 3000, 2000, 3000, 4000. Enfin, ça rime à quoi 1000 amendements ? Un parlementaire est là pour parlementer. Mais évidemment. Mais ça rime à quoi 1000 amendements ? Est-ce qu'on peut tout à fait en discuter avec 1000 ? Ça rime à quoi 0 amendement ? Pardon ? Et ça rime à quoi 0 amendement ? Mais il n'y en avait pas 0, puisqu'il y en a qui ont été discutés. Enfin, je sais pas, je n'étais pas dans le détail de la commission, mais il y en a eu qui ont été discutés. Donc, 1000 amendements, ça rime à rien. C'est à peu près comme les 20 000 qu'on a eu en séance lorsqu'on a examiné... C'est notre droit, en fait. Que vous jugiez ça embêtant ou trop long, ce n'est pas le sujet, dont 700 qui étaient identiques. Non, mais Madame Guettet, dont 700 qui étaient identiques, qui nous a donné lieu à 3 heures de discussion. On était suffisamment de parlementaires pour les défendre. Vous comme moi, on était dans l'hémicycle. À quoi ça rime ? C'est notre travail. On a été élus pour défendre les gens. Bien sûr. 93% des actifs ne veulent pas de cette réforme. Donc on est là pour le dire parce que vous passez en force, bien sûr, brutalement. Mais vous comme moi, on représente les gens avec la même légitimité. Mais quand on dépose 1000 amendements sur ce seul sujet, et 20 000 amendements pourquoi vous avez fait ça en amont de l'hémicycle. C'est totalement inutile. Pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on débatte là-dessus ? 80 heures de débat, il y en avait eu 60 ou 70 en comparaison avec les lois précédentes sur ce même sujet. Expliquez ce qui va se passer jeudi prochain. Ça, c'est la deuxième partie. On va y venir. On l'expliquera. On va y venir, mais on va rester. Et pardon de le dire parce que c'était votre question, c'est un dévoiement du droit à l'amendement. Évidemment qu'il doit être garanti. C'est dingue de dire ça. Je le dis parce que c'est un dévoiement du droit à l'amendement. Amender, c'est un dévoiement du droit d'amendement. Déposer 1000 amendements sur le même sujet. C'est notre droit. Si on veut parler 3 jours d'affilée, on a le droit de le faire. En hémicycle. Que ce n'est pas une bonne manière de s'opposer. D'accord, mais elle n'est pas là pour donner des leçons de maintien. Elle est là pour faire appliquer le règlement de l'Assemblée nationale. Elle, c'est la présidente de la commission. Oui, et par ailleurs, la Constitution est supérieure dans la hiérarchie des normes à ce règlement de l'Assemblée et dit qu'on a le droit d'amender. Alors là, la présidente, la parole elle est là va être donnée à l'université française. Mais continuez. C'est vous, j'imagine, pardon. Non, je ne suis pas à l'université française. À son représentant. Non, mais elle n'a pas le droit de décider si c'est trop long, si ça l'ennuie, si le contenu des amendements est mauvais. Elle a le droit de juger la recevabilité financière et de faire en sorte que les débats se passent dans de bonnes conditions, sans s'insulter les uns les autres, etc. Voilà à quoi sert la présidente de la Commission des affaires sociales. D'accord. Alors, un point juridique, puis un avec Jean-Philippe de Rosier, puis un point politique avec François-Xavier Bourmeau. Juridiquement parlant, la Clémence Guettet l'a exposé de manière relativement soft, mais beaucoup de ses camarades ont parlé de déni de démocratie. A-t-on assisté, selon vous, cet après-midi, ce matin plutôt, à un déni de démocratie ? Je ne peux pas répondre de façon tranchée, oui et non. Et en réalité, les deux parlementaires qui sont autour de cette table ont tous les deux tort et tous les deux raison. C'est ce qui me semblait. La règle, la Constitution de la Ve République a été appliquée et effectivement, elle a été appliquée dans le respect de ce qu'elle prévoit. D'accord. Y compris le règlement de l'Assemblée nationale.
et dans le respect et dans ses excès. C'est quand même assez important, ce que vous venez de dire. Absolument. En gros, la Absolument. Constitution n'a pas été... Ce que j'ai entendu Mathilde Panot parler de comportement mafieux, la Constitution a été respectée. Je pense que elle a été respectée et elle a été respectée également dans les excès de ce que cette même Constitution prévoit. C'est là tout le problème, c'est que la Constitution de la Ve République a ses vertus, a quelques défauts. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut la rayer d'un trait de plume et passer à une 6e. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut la faire évoluer pour lui offrir une nouvelle jeunesse à l'âge qui va être le sien, c'est-à-dire 65 ans en octobre prochain, en particulier afin de renforcer le droit des parlementaires et de leur permettre d'exercer leur droit d'amendement dans le respect des uns et des autres. Parce que je ne fais pas non plus partie de ceux qui considèrent que déposer 10 000 amendements en commission ou 20 000 amendements en séance, c'est le travail normal d'un parlementaire. On est là aussi dans une forme d'excès. L'obstruction n'est pas une façon de mener l'opposition. Il n'est pas question de donner des bons points et des mauvais points, mais déposer 1000 amendements, ce n'était pas dans l'esprit de la Constitution. N'accepter qu'on n'en discute aucun non plus. Chacun est effectivement dans un excès, dans un rôle et dans l'autre. Je vais revenir à la journée d'hier. Est-ce que quand hier, le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, camarade de Clémence Guettet, a déclaré que cette proposition de Lolliot était constitutionnelle, beaucoup se sont dit il outrepasse son rôle parce qu'à l'évidence elle ne l'est pas. Comment vous jugez, comment le constitutionnaliste que vous êtes juge cette décision d'Éric Coquerel? Elle est politique. Et c'est son rôle d'être il l'a jugé recevable et pas politique. Tout à fait, il l'a jugé recevable en vertu de l'article 40 de la Constitution qui pose, rappelons-le, une irrecevabilité financière interdisant aux parlementaires d'être dispendieux. Et il est vrai que l'article 1er qui a été aujourd'hui supprimé en commission diminue les ressources de l'État puisqu'il prive de ressources pendant les 2 années jusqu'à 64 ans. Mais il y avait un deuxième article dans cette proposition de loi, qui est ce qui est traditionnellement inscrit dans les amendements aux propositions de loi de députés ou sénateurs qui veulent justement mener une réforme ayant pour effet de diminuer les ressources, c'est-à-dire un gage qui était sur l'accise des tabacs, c'est-à-dire qu'on augmentait la taxe sur les tabacs pour compléter ça. Et donc ça, selon vous, ça suffisait à rendre recevable la... Vraisemblable. Pour la rendre recevable, disons que si l'on applique le principe selon lequel si la proposition est gagée, elle est recevable, oui. Si on rentre dans le détail, non, parce que je ne suis pas du tout expert du sujet, mais visiblement, le report de l'âge légal permettait d'engranger 15 à 18 milliards supplémentaires dans les caisses de l'État. Pour trouver 18 milliards en augmentation, la taxe sur les tabacs, il faut y aller. Mais c'est là où, quelque part, juste encore un mot, quelque part, cette suppression d'aujourd'hui est presque une chance pour les partisans de cette proposition de loi, et notamment l'opposition au gouvernement, parce qu'ils pourront déposer un amendement de rétablissement en le gageant mieux que l'article 2 actuel. On va écouter en prévoyant donc davantage de ressources pour l'État que ce qu'aurait permis l'article 2. Charles de Courson, on écoutera ce qu'a déjà dit Charles de Courson. J'ai l'impression qu'il veut déposer purement et simplement le même amendement. Un petit détour du côté de la politique, cher François-Xavier. En gros, est-ce que vous diriez que le gouvernement a gagné la première manche ce matin et s'est tiré d'un mauvais pas? Oui, avec le vote en commission, en tout cas, ils sortent vainqueurs de cet épisode. Mais il faut bien comprendre qu'on est là dans la technique parlementaire au service de la tactique politique. Parce que il faut comprendre, pour expliquer l'âpreté des débats, quels sont les enjeux pour les deux partis qui s'opposent dans cette commission et à l'Assemblée. Pour la majorité, on en revient toujours à la même question. Il s'agit d'arbitrer entre deux mauvaises solutions. Première mauvaise solution, aller au vote au Parlement en sachant que là, l'amendement d'abrogation de la réforme des retraites peut passer. Parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une majorité absolue, il suffit d'une majorité simple pour que l'amendement passe. Et ça, le gouvernement ne veut absolument pas voir l'Assemblée nationale voter l'abrogation de la réforme des retraites. Même si au bout du compte et au bout du processus parlementaire, l'abrogation n'a aucune chance de passer. Donc, deuxième solution, faire de la technique parlementaire, c'est ce qu'on voit en ce moment au sein de la commission, et utiliser les outils de la Constitution au service de la stratégie politique. Le gouvernement préférait être mauvais joueur que de perdre. Voilà. Et donc l'autre mauvaise solution, c'est effectivement ce qu'on voit en ce moment, cette agitation au sein de la commission, qui donne pas forcément une bonne image de l'Assemblée nationale, mais qui
ni du gouvernement d'ailleurs, mais ni de LFI non plus, mais qui, au bout du compte, permet à l'exécutif de sortir gagnant de cette séquence parce que le texte, l'abrogation de la réforme des retraites ne sera pas voté par l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas d'effet d'affichage. Pour l'opposition, la France insoumise, l'enjeu, il est tout autre. Il faut évidemment aller au vote, mais surtout entretenir cette idée que la réforme des retraites pourrait être abrogée par un vote à l'Assemblée nationale dans la perspective de la mobilisation du 6 juin contre la réforme des retraites. Je vais redonner la parole à Jean-Philippe de Rosier pour un point de détail. Alors effectivement, Clémence Guettet en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que ça m'a étonné. J'ai lu la compo, comme on dit au foot, de la Commission des affaires sociales ce matin. Et la majorité a fait des remplacements sur la feuille de match. C'est-à-dire que M. Dugenoux, député, a été remplacé par M. Duglan, député qui n'était pas dans la commission. On a le droit de faire ça, on a le droit de changer les membres des commissions comme on veut. Oui, tout à fait. La responsabilité des présidents de groupe, et donc c'est une décision des groupes, sur la base des effectifs dont dispose chaque groupe au sein d'une commission. Ce sont les groupes qui disent qui siège dans les commissions. Mais donc ils peuvent dire à un député membre de la commission de son parti, toi t'iras pas et je te remplace pas. C'est un problème interne. Oui. C'est un problème interne. Ils le gèrent en interne. Donc c'est ce que vous avez fait. Oui, enfin, mais c'est tout à fait classique et c'est le fonctionnement depuis le début. D'ailleurs, c'est tellement vrai. Les Républicains ont fait pareil d'ailleurs. Non, mais c'est surtout les Républicains qui ils font ça tout seuls comme des grands. Ils n'ont pas besoin du groupe La Renaissance ou un groupe de majorité pour faire leur changement. Pour ce qui me concerne, moi j'étais hier membre de la commission des affaires sociales pendant 24 heures pour être nommé rapporteur d'une loi dont j'aurai l'honneur de porter à l'Assemblée nationale sur le partage de la valeur. Et aujourd'hui, je suis à nouveau membre de la commission des finances parce qu'on avait besoin de moi, comme sur des sujets que nous avions à traiter ce matin, notamment sur la taxe sur les transactions financières. Donc ces mouvements, ils existent parce que certains députés sont spécialisés sur tel ou tel autre sujet qui peut être traité par. Vous faites ça parfois, ça, c'est honnêtement, ça vous arrive de faire ça? Bien sûr. On fait des changements, sauf que là les changements ils sont politiques. On fait des changements d'habitude pour des raisons de nomination. À l'Assemblée nationale, je vous rappelle qu'on fait de la politique. Hein, ça, pour la présence. Oui, non, mais sauf que là, ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'a fait Renaissance. Ils sont tous pour la réforme des retraites. Donc, ils échangent pour être présents, peu importe, ça fait partie du jeu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé chez les Républicains, où là, ça modifie l'équilibre du vote. Et où on aurait pu avoir le vote inverse s'il y avait que des opposants à la... c'est légal. Ah, mais c'est tout à fait dans les règles. Mais par ailleurs, le 49.3, c'est dans les règles. Le 47.1, c'est dans les règles. Le vote bloqué, c'est dans les règles. Donc, ils font des choses qui sont dans les règles. Ce qu'ils voulaient... Ce qu'on dénonce, c'est l'empilement de toutes ces choses qui sont permises par la mauvaise constitution de la Ve République, parce que moi, je fais partie des gens qui voudraient passer à la 6e, parce que je pense qu'il y a un problème fondamental, et qu'ils empilent comme ça des manœuvres parlementaires qui finissent par être extrêmement brutales, parce qu'elles s'accumulent les unes aux autres. Et que je rappelle que nous, on est là parce que les gens ne veulent pas de cette réforme des retraites et que non, on va pas tourner la page et qu'en effet, il y a cette manifestation le 6 juin et ensuite il y a le 8 juin qui va être un moment extrêmement important pour nous politiquement. C'est là où je vous dis que la bataille est interne au groupe. Si vraiment les Républicains, et notamment les opposants à la réforme, ceux qui ont voté la motion de censure... Les copains d'Aurélien Pradier. Oui. Voilà, avaient voulu être fermes sur le sujet. Il suffisait qu'ils menacent de constituer un groupe comme d'ailleurs à une époque l'UMP l'avait fait lors de l'élection et le RUMP, le rassemblement UMP, lors de la bataille Fillon-Copé, tout à fait. Il suffisait de faire un groupe Pradier, il faut 15 députés pour faire un groupe, et ils auraient eu leur siège en commission. Eh oui, c'est compliqué le droit parlementaire. Je voudrais, Clémence Guettet, vous interroger sur des propos qui ont été tenus ou écrits. Par exemple, Mathilde Panot a parlé de comportement mafieux. Et alors Thomas Porte, votre collègue de Seine-Saint-Denis, a publié un tweet qu'on va voir et que je vais vous lire. La liste de ceux qui ont refusé l'abrogation des retraites, la voilà, la liste. Voilà les noms de celles et ceux qui refusent l'abrogation de la réforme des retraites. Ils assument d'envoyer à la mort 15 000 personnes par an. Est-ce que vous assumez... Alors, la présidente Pompili, votre collègue Pompili, ancienne présidente, a dit c'est de l'incitation à la haine et à la violence et de la délation et de la tentative d'intimidation sur élus de la République. Est-ce que vous assumez ce genre de manœuvre, enfin de procédé? Ce qui se passe en ce moment est grave. Je reviens d'abord sur ce qu'a dit Mathilde Panot, j'arrive sur le reste après. Quand on parle de dérive en ce moment sur... Mafieuses, sur... les questions démocratiques, en réalité, c'est mais parce on peut dire dérive sans ajouter mafieux.
Oui, mais on peut dire dérive mafieuse si jamais on le pense, en fait, parce que Donc moi vous je pense qu'il y a un qui est la mafia ? je pense qu'il y a un sérieux souci avec l'utilisation que font les macronistes aujourd'hui du pouvoir qui est le leur. Ils sont dépositaires du pouvoir du peuple parce qu'ils ont été élus, certes, mais il y a un parlement dans ce pays, il y a des associations, par exemple la LDH, qui peuvent être critiques sans se faire menacer de se faire couper des subventions. Il y a des artistes qui peuvent faire des films sans se faire menacer d'ingratitude et soi-disant qu'ils ne pourront pas plus faire du cinéma. Ça fait beaucoup d'éléments. Vous avez tout à l'heure rapport avec ce qui vient d'être posé comme... Eh ben ça s'appelle des contre-pouvoirs dans la société. J'y reviens, vous inquiétez pas. Ça s'appelle les contre-pouvoirs de la société. Les arts, le Parlement, l'équilibre et la séparation des pouvoirs. Tout ça, ça permet le fonctionnement normal de la vie démocratique. Vous avez exprimé votre désaccord à l'instant même en termes tout à fait respectueux. Vous dites il faut les choses, les comportements ont un nom. La mafia, ça veut dire quelque chose. La mafia, c'est une bande organisée, violente, à des fins de prédation. Mafieuses, elle a pas dit ce sont des mafieux. Dérive mafieuse, ça veut dire des comportements mafieux. Qui sont les mafieux ? Là, en l'occurrence, on parlait des macronistes. Qui sont des mafieux. Dérive mafieuse. Mais je ne vais pas faire l'exégèse précise. Je veux refléter ce que l'on pense actuellement. Et je crois, ce que les gens pensent, c'est qu'il y a un problème avec l'utilisation de la Ve République par les macronistes en ce moment. Alors, venons-en au tweet de Thomas Porte. Est-ce que c'est de la délation ? Eh bien non. En fait, en commission comme en séance, les votes sont publics pour certains d'entre eux. En commission, c'est plus rare, mais ça a été demandé ce matin. Et en fait, il est possible pour les gens de savoir qui a voté quoi. Ces personnes envoient 15 000 personnes à la mort. Eh bien, ce que veut dire Thomas Porte par là, c'est que le décalage de 62 à 64 ans, c'est 15 000 personnes de plus qui ne verront pas la retraite parce qu'ils vont mourir avant. On ne met pas autant d'âpreté, de dureté dans le débat pour aucune raison politique. On le fait parce que, oui, en effet, il y a des vies en jeu, et par ailleurs, les vies, ce sont celles de ceux qui ont les métiers les plus durs, qui ont les vies les plus difficiles, qui ont des conditions d'existence les plus précaires. Ils ne s'y trompent pas, ce sont toujours les mêmes qui sont opposés à la réforme des retraites. La seule catégorie où ce soutien à la mobilisation contre la réforme s'érode un peu, ce sont les cadres, qui ne sont pas touchés par cette réforme des retraites. Donc oui, il y a une réalité sociale derrière ça, qu'on peut dire plus ou moins durement, mais qui est une réalité. Voilà. Mais là, je vous interrogeais sur le dire plus ou moins durement. Donc, vous avez des comportements mafieux et vous envoyez 15 000 personnes à la mort. Comment vous réagissez à ça ? Mais les mots ont un sens, enfin. C'est pas une question. Mais la violence de ce que vous faites, ça a un sens aussi. Il vous a laissé. Les mots ont un sens. Enfin, vous imaginez ce que ça veut dire pris dans un autre contexte. Enfin, et puis après la nomination des noms. Il faut assumer ses votes, en fait. Mais bien sûr, ils sont publics, Mme Guettet. Ben voilà, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais il n'y a pas besoin de les rappeler, de citer des comptes Twitter comme votre collègue Boyard l'a fait. Et quand Mme Berger fait des montages vidéo et qu'elle filme en commission, ça c'est permis. On a des torrents, des mails d'insultes qui nous arrivent tous les jours, etc. Mais les gens ne veulent pas de votre réforme. Ils vous le disent. On va revenir. Mais j'ai pas dit qu'elle était simple, la réforme. J'ai pas dit que c'était simple et j'ai pas dit qu'il y avait une adhésion massive. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste simplement, c'est qu'il y a des méthodes qui sont juste inadmissibles. On ne se permet pas. Mettre sur les réseaux sociaux des scrutins qui sont publics, vous comprenez bien que c'est anodin, en fait. Non, c'est pas du tout anodin, justement. Vous devriez pouvoir assumer vos votes. Il y a une liste, ça existe depuis des années et ça marche très bien comme ça. Là, on fait nomination et comme si on était des pourvoyeurs de mort. C'est vu et que c'est remarqué. Mais tout le monde sait pour qui on vote. Tout le monde sait pour qui on vote. J'ai dit, moi j'ai reçu l'intersyndical du bassin minier dans ma circonscription à Mont-Soleil-Mines. On n'était pas d'accord. Ils m'ont demandé si j'allais voter la proposition de loi Liot. Je leur ai dit que je n'allais pas le faire. Oui. C'était pas une surprise. Et on est resté 2h30. Il y avait plein de points de désaccord. Il y avait aussi des points d'accord d'ailleurs sur plein d'autres sujets. C'est pas qu'on veut tourner la page, c'est qu'on dit que par ailleurs il y a d'autres sujets. Qu'est-ce qui vous gêne sur le fait que les noms de ceux qui ont voté soient publiés sur les réseaux sociaux ? Le cirque auquel vous vous adonnez depuis déjà plusieurs mois, depuis le début de cette mandature. Vous n'êtes pas là pour donner des leçons de maintien. Commencez par respecter les pratiques démocratiques de base, franchement. Oui, c'est pas avec les scènes auxquelles on a assisté aujourd'hui qu'on va pouvoir donner une bonne image. Je les ai suffisamment entendus pour le savoir. François-Xavier Bourmeau. Oui, ce tweet-là, ça fait écho à quelque chose qu'on avait vu dans l'hémicycle pendant la réforme des retraites. C'est un député LFI, Aurélien Saint-Toul, qui avait traité Olivier Dussopt d'assassin avant de présenter ses excuses. Il me semble qu'on est un peu dans le même cadre. Alors je ne sais pas si il était la personne qui a publié ce Thomas Porte était à Saint-Brévin la semaine dernière derrière la banderole LFI pour apporter son soutien au maire de Saint-Brévin qui est devenu le symbole des violences contre les élus. Mais il me semble qu'il y a quand même une contradiction entre le fait de publier ce genre de tweet et appartenir à un mouvement politique qui s'affiche en soutien à un maire qui est victime de violences. Parce que vous dites que ce tweet, c'est d'une certaine manière de la violence contre les élus. C'est une accusation d'assassinat. Enfin,
il me semble qu'on ne peut pas écrire ce genre de choses... impunément. Impunément, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, le député LFI avait présenté ses excuses. Jean-Philippe de Rosier. Oh, sur le plan du droit constitutionnel, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il y a effectivement une liberté de parole, une liberté d'expression pour tout le monde, et a fortiori pour les parlementaires. Maintenant, je pense qu'ils seraient dignes de mesurer eux-mêmes leurs propos. Parce que je suis entièrement d'accord avec M. Bourmeau, il y a une forme d'incohérence de dénoncer la violence à l'égard des élus et se livrer à de tels propos qui, envoyer à la mort 15 000 personnes, ça rappelle quand même certains épisodes de l'histoire qui ne sont pas forcément les plus glorieux. Je peux dire donc, je voudrais juste aller évidemment, ma phrase. Évidemment. Et donc, je pense que tout le monde aurait à gagner à avoir des propos... On est libre de s'opposer, de s'exprimer dans l'opposition, y compris avec de la colère, mais dans le respect des uns et des autres. Je veux juste dire une chose, c'est que la violence bourgeoise, notamment, du camp dominant, aujourd'hui, elle peut s'exprimer en effet de manière extrêmement polie, extrêmement feutrée, dans les salons de l'Assemblée, dans les huis clos, à l'Élysée, etc. Elle n'en est pas moins extrêmement violente. La réforme du RSA, la réforme des retraites, la précarité des étudiants, tout ça, ce sont des responsabilités de choix, vis-à-vis de choix politiques qui ont été faits. Et en fait, le rappeler de manière crue et drue, c'est quelque chose qu'on a déjà dit et défendu par ailleurs, c'est aussi l'afficher plus clairement. Parce que vous avez dans le monde politique comme ça une façon extrêmement polie et cordiale de dire des désaccords. Quand vous dites 2 ans ferme, quand vous dites on ajoute 2 ans ferme, oui, c'est du parler cru et dru. Ou voler 2 ans de vie. Voler 2 ans de vie, très bien, ça marque. Ce n'est pas, c'est très efficace politiquement, mais ce n'est pas dire, assume, d'envoyer à la mort 15 000 personnes. Donc même dans le parler cru et dru, il y a des gradations. Oui, mais je trouve quand même que... Voilà, il parler vrai, il parler faux. Envoyer à la mort 15 000 personnes, ça me semble faux. Voler 2 ans de vie, à la rigueur, je comprends le raisonnement. Envoyer à la mort 15 000 personnes, ça me paraît excessif. Mais c'est là, pardon, dans la véracité des propos. Pardon, mais c'est là, non, on ne peut pas tout dire de la même façon. On peut avoir des débats de fond, on peut le dire durement. Il y a plein de points de désaccord. Je suis sûr qu'on aura d'autres sur des tas d'autres sujets, dont acte. On peut le dire durement, on peut le combattre avec les uns les autres, etc. Ne prenez pas pour des lapins de 6 semaines. Hein. On n'est pas tous les jours dans les salons de l'Élysée à Matignon. Hein. Moi, je suis dans ma circonscription au moins la moitié de la semaine, et comme beaucoup d'entre nous, et comme vous, etc. Pardon. Non, mais la moitié de la semaine. Ce que je disais, oui, pardon, c'est l'expression. Mais il y a des mots, effectivement, surtout quand on a des responsabilités, vous et moi, de représentation, d'influence dans la société aussi. Mais c'est le cas aussi de responsables associatifs, de chefs d'entreprise, de tous ceux qui exercent une fonction à caractère un petit peu public. Eh bien, effectivement, il y a des mots qu'on ne prononce pas, et je pense qu'il y a des mots qui ont un sens. Et vous vous honoreriez à les bannir de votre vocabulaire. Ça n'empêcherait pas de combattre violemment et durement des réformes que vous ne portez pas, ça je peux l'entendre, mais il y a des mots que vous ne devriez pas utiliser. Est-ce que vous comprenez quand même que vous mettez en place des politiques qui sont des politiques de casse sociale extrêmement dures, et que vous bouchez toutes les issues démocratiques du débat qui est normalement permis dans ce pays? Quand des millions de personnes à l'appel d'une intersyndicale unie défilent pour dire non, on n'en veut pas, quand les sondages montrent que les gens sont toujours très massivement opposés à cette réforme des retraites, et que vous dites juste on va tourner la page, on va passer à autre chose, on n'a plus envie d'en discuter. En fait, c'est pas une solution politique, ça. Il y a un moment, il faut que le débat puisse avoir lieu. Et quand vous nous dites en commission, les 2000 amendements que vous avez posés, ou les 1000 amendements, non, on n'en discutera pas parce que c'est décidé ainsi. Sur le même sujet, Mme Guettet. C'est scandaleux, en fait. Vous n'allez pas en sortir gagnant. C'est pas une victoire pour vous. Et c'est l'abstention qui montrera. Et ça, c'est une défaite pour nous tous. Je voudrais qu'on passe à ce qui va se passer après, parce que vous l'avez évoqué, mais François-Xavier triturait ses lunettes, je le connais, ça veut dire qu'il a envie de parler. Non, juste un mot sur ce tweet. Il me semble que, en fait, ça signale bien, ça souligne bien que la stratégie du bruit de la fureur, et le bruit et la fureur, ça atteint ses limites. C'est-à-dire, comme il n'y a aucun gain politique dans l'hémicycle, eh bien, il y a une sorte de basculement dans la violence, parce qu'il y a aucune dans la surenchère politique. Dans la surenchère, oui. Et donc, il me semble que la stratégie du bruit de la fureur arrive à un moment où elle a touché ses limites, et on voit qu'elle ne produit rien, en tout cas pas de gain politique. Puis on va essayer maintenant de savoir ce qui peut se passer maintenant, après ce vote aujourd'hui. Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'une motion de censure est possible? Quand? Sur quoi? N'importe quand, sur n'importe quoi. Avec au moins 58 députés qui la signent. Donc il ne serait pas une motion de censure sur un texte, comme l'autre fois, mais une motion de censure générale. Sauf est-ce que le gouvernement décide d'engager sa responsabilité sur le texte. Ça m'étonnerait. Mais une motion de censure qui a pour but de censurer, non pas un texte, mais de censurer le gouvernement. L'action du gouvernement. Clémence Guettet, est-ce que c'est dans les tuyaux?
C'est une éventualité. Déjà, il faut voir ce qui va se passer en hémicycle la semaine prochaine, parce qu'on ne part pas perdu d'avance. On voit bien que l'adversité et les outils sont entre les mains des macronistes. Il n'empêche que ce texte, maintenant, va dans l'hémicycle et qu'on veut avoir l'occasion de voter. Pourquoi on se bat comme ça pour avoir l'occasion de voter? Parce qu'on pense qu'ils peuvent perdre et que cette loi-là d'abrogation... Vous le pensez encore? Oui, bien sûr. Oui, je pense. Et d'ailleurs, ils ont fait les mêmes calculs. C'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé aujourd'hui en commission. Et c'est pour ça que Mme Braun-Pivet va peut-être déclaré irrecevable. Ok, alors on parlera de la motion de censure après. Oui, moi je prends peut-être le 8 juin, là, dans l'état actuel des choses, quel texte sera discuté, Jean-Philippe de Rosier? Celui qui a été adopté aujourd'hui par la Commission des Affaires sociales. Donc un texte amputé de l'article 1er. Donc un texte qui, vidé de sa substance, qui ne prévoit pas de revenir sur la réforme des retraites. Absolument. Et c'est là quelque part tout le problème, justement. C'est le strict application du droit. Mais c'est là où il y a peut-être une lacune dans le droit ou un dysfonctionnement dans le droit, parce que c'est une semaine d'initiative de l'opposition. C'est un texte qui a été présenté par Liot, comme on l'a dit, la PPL Liot, et en réalité, c'est un texte qui est réécrit par la majorité. Donc, là où on voulait préserver et donner un droit à l'opposition, on le lui retire par la fenêtre. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, donc, là, si vous ne faites rien, arrivera le 8 en séance, un texte dépourvu, vidé de sa substance qui ne vous sert à rien. Qu'allez-vous faire pour contrer ça? Donc, qui manque l'article 1, donc son objectif politique principal de décalage. Ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est des amendements qui permettent de rétablir cette idée-là. Voilà, le cœur du texte, de le rétablir. C'est ce que vous allez faire? Oui, mais sauf que Mme Braun-Pivet, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, peut à ce stade à nouveau juger de la recevabilité financière. Et donc le débat que nous avons eu tout à l'heure peut avoir lieu à nouveau. Avant l'hémicycle. L'amendement, ça sera la France Insoumise ou Liot, parce que Charles Amédée de Courson a déjà dit qu'il redéposerait son amendement pareil. Donc, il est rapporteur du texte. C'était le cœur de son texte. Il va le réintroduire et on sera nombreux, je pense, à opérer ce type d'amendement. Donc on avance. Le 8, Charles Amédée de Courson va déposer un amendement pour rétablir l'article 1er qui prévoit la suppression du passage à 64 ans de la réforme. À ce moment-là, que peut faire la présidente? Eh bien, effectivement, elle peut opposer l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire l'irrecevabilité financière, parce que s'il s'agit simplement de rétablir l'article 1er, l'amendement en soi est irrecevable puisqu'il diminue les ressources. D'où, effectivement, la solution que les députés de l'opposition, insoumis ou de Liot, pourraient saisir, qui serait précisément, dans le même amendement, de rétablir l'article 1er et d'avoir un deuxième aspect qui gage cette réforme, cette suppression de la réforme, en prévoyant une augmentation des ressources, d'autant plus importante, qui ne soit pas simplement indexée sur les tabacs, mais qui, par exemple, une fiscalité sur le capital ou je ne sais quoi. Oui, par exemple, une augmentation de la CSG sur les revenus du capital. Ce qui avait été prévu par la proposition de loi RIP 2, lorsqu'elle avait été déposée par les sénateurs. Tout ça est très politique. À votre initiative, ce qui n'était pas mon initiative. Exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas mon initiative, je voudrais juste rétablir ça. Je n'écris pas les propositions de loi. En revanche, il m'arrive de les défendre devant le Conseil constitutionnel. Et effectivement, je l'ai défendu devant le Conseil constitutionnel. Quelque chose que j'ai dû, compliqué à comprendre. Pourquoi, dans la première proposition de loi, c'était le président Coquerel insoumis qui devait dire si c'était recevable ou pas, et pourquoi là, ce sera la présidente de l'Assemblée nationale? Eh bien, parce que, effectivement, la recevabilité financière est normalement appréciée par le président de la Commission des finances, le président Coquerel, mais la présidente de l'Assemblée nationale forme une forme d'appel de la décision d'Éric Coquerel, du président de la Commission des finances. Donc là, s'il y a un amendement déposé, ça ne sera plus Coquerel qui décidera, mais Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale peut prendre l'initiative d'opposer l'irrecevabilité immédiatement, et eu égard aux tensions politiques. C'est ce qui va se passer. On va voir. C'est la présidente. Vous savez très bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas une option, l'article 40. D'ailleurs, l'article 40, le président Coquerel l'applique à chaque fois qu'il peut l'appliquer et qu'il doit l'appliquer en réalité. Il y a plein d'amendements qui sont déposés à chaque examen budgétaire et qui effectivement, avec des recettes. Il y avait une tolérance. Il est très souple parce qu'il veut de l'initiative parlementaire. C'est où c'est choquant, c'est qu'il dit moi, je considère pas, il faut l'appliquer de façon souple. Mais il n'y a pas l'appliquer de façon souple. Ça a toujours été comme ça pour l'initiative parlementaire. La PPL de votre collègue et de votre présidente Madame Berger sur le pavoisement des drapeaux européens. Toutes les PPL créent des dépenses. Je vais vous répondre sur ce point. Il y avait effectivement une tolérance, vous avez raison, sur des PPL où effectivement l'engagement financier potentiel
représentaient pas des montants très importants. Sinon, on pourra plus amender, on pourra plus proposer. Quelques dizaines de millions d'euros, quelques millions d'euros. Mais en fait, si ce texte passait au-delà du fond, sur tout le débat sur les retraites qu'on a eu, qu'on peut toujours avoir, etc., ça voudrait dire que à chaque adoption d'un texte budgétaire ou du budget de la nation, non mais si, ça voudrait dire ça. On peut moyennement l'avoir vu que les parlementaires votent pas. Admettons, mais même s'il était adopté, ça veut dire que n'importe quelle opposition, n'importe quel groupe politique pourrait déposer sa proposition de loi et que ça peut être minoritaire. Et vous allez apprendre en 5 ans. Donc ce sera un précédent extrêmement grave. Il y avait une tolérance en effet pour des montants. Et vous avez plus cette majorité qui écrase tout comme ça. C'est pas une question de vouloir être battu. On a été battu sur le vote d'EDF. Ça c'était une niche aussi. C'est quand même un peu la question, si je puis me permettre. Non mais je le dis, c'est déjà arrivé. Je n'ai pas dit que ça nous avait fait plaisir. C'est pas une question de nous faire plaisir d'ailleurs. Mais là vous ne voulez pas être battu. Non, mais je dis juste qu'il y a un sujet à 15 milliards. Il y a une proposition de loi qui engage le budget. C'est pas la première fois. La nation pour la présidente Pivet, si la présidente Pivet juge l'article irrecevable, ça sera certainement pour des raisons constitutionnelles très honorables. Mais enfin, vous faites de la politique, avouez-le. Ça sera surtout parce que elle ne veut pas que le gouvernement soit battu sur ce texte. Il n'y a pas de gage crédible qui va en face. Et moi, je serais bien curieux de savoir sur cet étrange apanage entre Lyotte, les députés RN, les députés LFI et plein d'autres que tout oppose, qui sont d'accord sur à peu près rien. On aurait d'autres solutions de financement, des différences. J'aimerais bien savoir s'ils se mettent d'accord sur un mode de financement qui permettrait tous les ans de lever 15 milliards d'euros pour financer l'équipe de régime. Donc, Jean-Philippe de Rosier, l'opposition va déposer un amendement pour rétablir son article, peut-être avec un article 2 enrichi. La présidente de l'Assemblée nationale va décider que c'est irrecevable. Fin de l'histoire. On n'en discutera donc pas. Si elle décide que c'est irrecevable, oui, fin de l'histoire. Donc, sera discuté. Sauf recours au Conseil constitutionnel. Elle jugera. Mais le problème d'un recours au Conseil constitutionnel, c'est qu'il doit porter sur une loi adoptée, donc votée par les 2 assemblées du Parlement. Donc, il ne pourra pas y avoir de. Donc, il ne pourra pas y avoir de. Donc, pour synthétiser, le 8, on va arriver en séance avec le texte tel qu'il est sorti de la commission aujourd'hui, donc vidé de son contenu. L'opposition va essayer de rajouter du contenu. La majorité dira on n'en discute pas et fin du message, on rentre se coucher. Si c'est effectivement ce qu'elle fait, oui. Et donc l'Assemblée n'aura jamais vraiment voté sur les retraites. Elle a voté quand même à 2 reprises. La première sur la motion de censure, je rappelle. Certes, c'était vous l'avez dit, elle a voté sur la motion de censure. Il n'y a pas eu de majorité alternative. Vous savez que ça n'aurait pas été les mêmes votes. D'ailleurs. Peut-être, en l'occurrence, en tout cas, il y a eu quand même un vote. Et le deuxième vote, c'est le vote en commission des affaires sociales qui a supprimé l'article 1er de cette PPL. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de vote sur ce texte. La commission, c'est pas l'Assemblée réunie dans son entièreté. C'est pas des sous-députés, Madame Guettet. C'est pas des sous-députés. Ils sont représentatifs des forces politiques, vous le savez. Donc c'est pas un mode qui est anodin. C'est tout. Bon, donc en gros, le 8, il y aura un vote sur une proposition de loi vidée de son contenu. On est d'accord, théoriquement. On va essayer des choses quand même. Voilà. Mais enfin, vous y croyez pas vous-même. Non, mais on va essayer des choses. Déjà, il faut que la pression du 6, elle soit forte. Il ne faut pas qu'on désarme sur la pression populaire parce que les députés, comme quand on diffuse les résultats de leur scrutin, ils sont sensibles à ce qui se passe dans leur circonscription, dans le pays, etc. Ils ont été élus par des gens. Enfin... Et ensuite, le 8, on va examiner toutes les possibilités pour remettre le contenu politique d'abrogation de cette réforme. Avec peu d'espoir constitutionnel. En ce moment, je vous assure, on invente un truc par jour pour essayer d'avoir des débats dans cette Assemblée. Il y a peu de chances que ce qui n'a pas marché jusqu'à présent marche le 8. Mais cette étape de commission, elle était très importante parce qu'elle donnait un signal. Voilà. Okay. Mais en effet, il va falloir trouver des astuces. Voilà. Il nous reste 3